Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne d'Amanti, dédiée aux crimes et disparitions non résolus. L'affaire de ce soir est celle de Tatiana Andujar, une jeune lycéenne de 17 ans qui disparaît le 24 septembre 1995 à la gare de Perpignan. 3 autres jeunes femmes vont disparaître dans de mêmes circonstances. Mokhtaria Chaïb le 21 septembre 1997, Marie-Hélène González le 26 juin 1998 et Fatima Hidraou le 9 février 2001. Pour 2 d'entre elles, il s'agit d'un même tueur, Jacques Ranson, qui est depuis 2018 condamné à la prison à perpétuité. Et pour la 3e, son tueur sera attrapé quelques jours après le meurtre et il va immédiatement avouer. Mais pour Tatiana, il n'y a pas d'éléments, pas de pistes, ni de témoins. Alors, qu'est-il arrivé à la jeune Tatiana Andujar? Ce soir, je vous apporterai les circonstances de sa disparition. Je vous exposerai aussi les liens qui ont été faits avec les 3 crimes qui succéderont à sa disparition. C'est à la fois une vidéo hommage aux 3 victimes et un rappel que l'une des disparues de Perpignan manque toujours à sa famille. Tatiana est l'aînée d'une fratrie de 4. Elle a 3 petits frères. C'est une adolescente de 17 ans tout à fait normale, et le soir du dimanche 24 septembre 1995, elle arrive à la gare de Perpignan, car elle avait passé le week-end chez des amis sur Toulouse. Elle prévient ses parents qu'elle sera là pour le dîner. Ils vivent dans le village du Loupia, à une dizaine de kilomètres de Perpignan. Et donc pour rentrer chez elle, elle est censée se rendre au Café Figuière pour faire de l'autostop, qui était un lieu commun de rendez-vous entre autostoppeurs et conducteurs à l'époque. Dans le train, elle sera vue par plusieurs témoins, dont un militaire, qui va même lui proposer de la ramener chez elle, mais elle va refuser. Ensuite, à sa descente du train autour de 19h30, elle sera vue par plusieurs témoins dans diverses situations. Certains vont la voir téléphoner en cabine téléphonique parce qu'on est en 95 et les téléphones portables sont peu courants. Certains vont la voir se diriger vers la rue Courteline, puis disparaître. Et certains vont la voir monter dans une voiture blanche. Mais une chose est sûre, il n'y a plus de traces de vie de Tatiana après 19h30. Ses parents vont donc assez vite s'inquiéter, puisqu'elle ne rentre pas, vont prévenir les autorités assez rapidement, mais ces derniers ne vont pas penser au crime ni à un enlèvement. Ils vont penser que Tatiana a simplement fugué, qu'elle a disparu peut-être de façon volontaire. Après tout, elle a 17 ans, presque 18, puisqu'elle va bientôt fêter son anniversaire. Et elle a très bien pu partir sans prévenir personne pour changer de vie. Donc malheureusement, le dossier de Tatiana ne va pas être une des priorités des enquêteurs à ce moment-là. Il faudra attendre 2 ans pour que son dossier revienne à la surface. Nous sommes maintenant 2 ans après la disparition de Tatiana, et une autre jeune femme disparaît elle aussi, à proximité de la gare de Perpignan. Elle s'appelle Mokhtaria Chaïb, elle a 19 ans. Quelques jours plus tard, le 21 décembre 1997, il est 8h45, et un riverain voit par sa fenêtre un corps sur un terrain vague, en plein milieu de la ville de Perpignan, au niveau du boulevard Nungesser et Colly, à environ 500 mètres du lieu de la disparition de Tatiana. Arrivés sur place, les enquêteurs ne peuvent que constater l'état du corps de la jeune Mokhtaria Chaïb, complètement nue, qui a subi de nombreuses lacérations post-mortem, lacérations qui se sont avérées très professionnelles, presque chirurgicales. Elles ont pris énormément de temps, entre 1h et 1h30. Leur regard se tourne donc tout naturellement vers des médecins ou des bouchers. L'un d'eux les intéresse plus particulièrement, car il vit à proximité du lieu de la découverte du corps. C'est un médecin péruvien. Il sera interpellé assez rapidement. Il y aura un procès. Il sera donc incarcéré pour le meurtre de la jeune Mokhtaria Chaïb, mais libéré au bout de 2 ans. Pourquoi libéré? Car au cours de son incarcération, une 3e jeune femme disparaît non loin de la gare de Perpignan. Elle s'appelle Marie-Hélène González et elle a 22 ans. Elle aussi, c'est une jeune et jolie brune. Son corps va refaire surface une semaine plus tard, le 26 juin 1998,
dans une décharge sauvage à proximité d'une autoroute, caché sous un tapis et un tas de cartons. Son corps est dans un état de décomposition assez avancé et les mutilations post-mortem sont très difficilement supportables. Je vous épargne également les détails. Donc son corps sera difficilement identifiable malheureusement, mais assez vite un rapprochement sera fait avec María-Elena González. Il y a maintenant, en quelques années, 3 jeunes femmes disparues qui se ressemblent de façon étrange, de jeunes et jolies brunes. Alors dans la ville de Perpignan, beaucoup se posent la question, est-ce qu'il y a un seul et même tueur? Est-ce qu'il y a un tueur en série qui rôde dans les rues de Perpignan depuis toutes ces années? Le Monde s'intéresse aussi à ces disparus de Perpignan, car Salvador Dalí avait désigné la ville comme étant le centre du monde et avait fait de multiples toiles à ce sujet. L'état de psychose grandit dans la ville de Perpignan, qui redoute la présence d'un tueur en série dans ses rues. Les enquêteurs, eux, tentent désespérément de trouver le ou les criminels qui en sont pris à 2 jeunes femmes et potentiellement enlevé Tatiana. Mais le temps passe et il n'y a aucune piste pour eux. Nous sommes maintenant le 9 février 2001 et c'est au tour de la jeune Fatima Hidraou, âgée de 23 ans, qui va disparaître elle aussi à proximité de la gare de Perpignan autour de 18h30. Mais cette fois-ci, contrairement aux autres, il y a un témoin de l'enlèvement. Cette personne va noter la plaque d'immatriculation du véhicule et un homme sera interpellé le 23 février 2001. Il s'appelle Marc Delpech, il est tenancier de bar, il a la trentaine. Et placé en garde à vue, il va avouer très rapidement être responsable de l'enlèvement et de la mort de la jeune Fatima, car cette dernière aurait simplement refusé ses avances. Par contre, pour avouer le lieu où il a dissimulé le corps, il sera beaucoup moins loquace. Il dira dans un premier temps s'en être débarrassé en mer, au niveau du Cap Béar. Avoir donc transporté le corps le long de la côte, avoir trébuché plusieurs fois et avoir transporté le corps à la nage pour qu'il dérive au loin. Mais il s'avère que cela est faux. Il s'est simplement débarrassé du corps dans un étang non loin de son domicile, à l'étang du Canet. Le corps sera retrouvé le 13 mars 2001. Marc Delpech sera condamné à 30 ans de prison avec 20 ans de sûreté. Marc Delpech intéresse les enquêteurs, car sa victime est une jeune et jolie brune, comme les 3 autres. Alors ils vont perquisitionner chez lui. Et après cette dernière, ils vont se rendre compte que Marc Delpech s'intéresse de façon très étrange aux disparus de Perpignan, car il collectionne tous les articles de presse qui s'y consacrent. Et il a même commencé l'écriture d'un roman, dont un chapitre est dédié à Tatiana, avec certains détails sur son enlèvement. Marc Delpech est simplement soupçonné de son enlèvement, car il n'y a aucune preuve directe qui le condamne. Les années passent, encore une fois, et avec l'arrivée des nouvelles techniques scientifiques, un ADN partiel est découvert sur la chaussure de Mokhtaria Chaïb, mais ce dernier ne pourra pas être comparé au dossier du FNAIG, étant donné qu'il est simplement partiel. Il faudra attendre octobre 2014 pour que cet ADN partiel puisse parler et être relié à quelqu'un d'autre, grâce à un nouveau logiciel créé par le FBI qui permet justement de relier un ADN partiel à un ADN complet. Ce nom, les enquêteurs le connaissent bien, car cette personne a simplement été interrogée par les enquêteurs en qualité de témoin dans les 3 affaires de disparition et de meurtre. Il s'appelle Jacques Rançon. Assez vite interpellé car il sortait de prison et se trouvait en foyer de réinsertion, il va craquer après 39 heures d'interrogatoire. Il avouera le meurtre de Mokhtaria Chaïb et plus tard celui de María-Elena González, mais je vous épargne les détails sur pourquoi il les a mutilés et qu'est-ce qu'il a fait de ces mutilations post-mortem. Il avouera aussi une agression le soir du 9 mars 1998 sur une jeune femme de 19 ans qui s'appelait Sabrina qui, elle, a survécu à l'agression. Cette jeune femme donnera de nombreuses informations sur l'agresseur qui va même dire que c'était le soir de son anniversaire et elle va aussi donner un portrait robot très précis de ce dernier. Mais malheureusement, aucun lien ne sera fait avec Jacques Rançon. Ce dernier va aussi donner des détails assez étranges sur l'un des meurtres qu'il aurait commis.
Il a dit être passé sur des épineux, ce qui n'est pas le cas sur aucune des 2 scènes de crime qui ont été trouvées. Et il pensait aussi avoir coupé les pieds de ses victimes, ce qui n'est pas le cas non plus. Donc, pour les enquêteurs, peut-être que Jacques Ranson a tué d'autres personnes et que ses corps n'ont pas été retrouvés. Pour le cas de Tatiana, ça ne peut pas être lui, car il était incarcéré depuis juillet 1992 jusqu'en septembre 1997. Alors, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai mis énormément de temps à faire une vidéo à peu près correcte, en tout cas qui me plaise. J'ai rajouté un petit spectre de ma voix pour rendre un rendu un petit peu plus dynamique. À ma voix, je pense que ça se voit que j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo. Je sais pas du tout pourquoi. Je vais mettre à peu près 70 prises et à faire un tournage sur peut-être 3 ou 4 jours pour arriver à faire quelque chose qui me plaisait un petit peu. Donc j'espère que malgré tout, elle vous a plu. Comme vous l'avez vu, ça a commencé par l'affaire de Tatiana et ça arrivait sur les disparus de Perpignan. Parce que comme les affaires n'étaient pas résolues, le monde entier a englobé ces 4 disparitions dans une seule et même affaire, en tout cas les 3 principales, parce que l'affaire Fatima Hidraoui a été résolue assez rapidement en à peine quelques jours. Donc on s'est rendu compte que Fatima a été tuée par une personne qui n'a pas tué les 2 autres, puisque plusieurs années plus tard on s'est rendu compte que c'était Jacques Ranson qui avait tué Marie-Hélène et Mokhtaria. Et comme vous le voyez, il n'y a que l'affaire de la disparition de Tatiana qui reste non résolue depuis. Mais comme Marc Delpech a écrit un chapitre plus ou moins conséquent, moi j'ai vu qu'il y avait une 15aine de lignes sur l'affaire de la disparition de Tatiana que lui a écrit en roman, les soupçons quand même se portent beaucoup sur lui. Peut-être pas forcément parce qu'il collectionnait des articles de presse, il y en a beaucoup qui le font, parce qu'il s'intéresse énormément à ce qu'on appelle, moi je n'aime pas ce mot-là, mais ce qu'on appelle des faits divers, alors que pour moi c'est pas des faits divers, c'est des crimes et disparitions non résolues. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce et un petit commentaire me ferait extrêmement plaisir aussi pour voir votre avis sur cette affaire de disparition, étant donné qu'il n'y a que l'affaire de Tatiana qui reste non résolue dans cette histoire. Un partage si vous en avez envie sur d'autres réseaux sociaux. Et puis si vous voulez suivre mes vidéos qui arrivent une fois par semaine tous les mercredis soirs à 18 h, n'hésitez pas à vous abonner. Les 3 quarts à peu près de mes vidéos sont des affaires, disparitions et crimes non résolus qui n'ont été pas beaucoup médiatisés ou qui sont un petit peu oubliés, que j'essaie de remettre un petit peu à la surface. Donc je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit si vous me regardez ce mercredi soir ou un soir, et une très bonne journée si vous me regardez le matin. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.